En 60 ans, un pivot stratégique aussi brutal a rarement frappé le Sahel. Deux repères se heurtent pourtant. 7 frontières et un bloc devenu continu du Mali jusqu'aux abords du Soudan, là où l'on croyait à un rempart extérieur immuable. Que change cette bascule pour celles et ceux qui suivent le Burkina Faso? Quand Ibrahim Traoré affirme que certaines lignes de la carte restent artificielles et contestées, une zone grise s'ouvre, faite d'incertitudes et de marges encore difficiles à mesurer. Ce récit avance une promesse analytique claire: aider le lecteur à comprendre pourquoi ce basculement redessine l'équilibre régional immédiat. L'intérêt est précis: saisir les effets concrets derrière un geste diplomatique apparemment abstrait. Pour y parvenir, l'analyse suit une logique progressive, sans anticipation ni extrapolation hors des éléments présents dans la source. Elle commence par expliquer comment la décision tchadienne modifie la lecture stratégique d'un espace longtemps décrit comme un carrefour entre nord arabe et sud sahélien. Elle se poursuit en exposant pourquoi plusieurs partenaires occidentaux perçoivent ce changement comme la perte d'un point d'appui considéré jusque-là comme indispensable. Enfin, elle met en lumière les implications régionales créées par l'alignement avec l'AES, présenté non comme un simple changement d'alliance, mais comme un déplacement du centre de gravité sahélien. L'enjeu dépasse la chronologie des faits. Il touche à la souveraineté, à la sécurité et à la manière dont chaque État interprète désormais sa marge d'autonomie. La référence récurrente à Ibrahim Traoré sert ici de point d'ancrage symbolique, illustrant une relecture régionale des frontières et des partenariats. Ce cadre permet au lecteur de suivre les événements sans les isoler de leur portée stratégique. 60 années de continuité géopolitique viennent d'être reconsidérées en quelques jours. Un seul chiffre oriente immédiatement la lecture: 7 frontières, dont la réorientation transforme un espace fragmenté en corridor continu. Cette mini-révélation éclaire le cœur du basculement décrit dans la source. Pendant des décennies, le Sahel central a été analysé comme une mosaïque disjointe, où chaque État jouait un rôle isolé dans des dispositifs de sécurité pensés de l'extérieur. La décision tchadienne rompt cette lecture. En rejoignant l'AES, le pays ne modifie pas seulement une alliance formelle, il referme un espace oriental jusque-là perçu comme vulnérable pour le bloc Mali-Burkina Faso-Niger. Cette continuité territoriale nouvelle oblige les acteurs extérieurs à revoir leurs calculs presque instantanément. La centralité géographique du Tchad explique l'ampleur de l'effet. Limitrophe de 7 États, il fonctionne depuis longtemps comme un carrefour reliant Libye, Soudan, Centrafrique, Cameroun, Nigeria et Niger. Tant que cette position restait alignée sur les partenaires occidentaux, elle offrait un levier stratégique majeur: surveillance des flux, projection rapide de forces, lecture anticipée des dynamiques régionales. Lorsque ce levier disparaît, l'ensemble du dispositif narratif se tend. C'est ici que la dimension symbolique prend toute son importance. La référence attribuée à Ibrahim Traoré, insistant sur le caractère artificiel de certaines frontières, agit comme un catalyseur idéologique. Elle ne crée pas le mouvement, mais elle lui donne un langage commun. Dans la source, cette idée nourrit un climat où les États du Sahel reconsidèrent leur rapport aux partenariats extérieurs et aux cadres hérités jugés asymétriques. Le contexte se précise alors. Un geste diplomatique produit simultanément un effet spatial, symbolique et opérationnel. L'espace sahélien n'est plus lu comme une succession de points d'appui, mais comme un ensemble en voie de cohérence. Cette relecture prépare la suite du récit, où les conséquences ne se mesurent pas encore en décisions administratives, mais déjà en perception, en inquiétude et en attente renouvelée. Pour donner chair à ce basculement, la source introduit un témoin local, Idriss, habitant à proximité d'une base, d'où décollaient régulièrement des appareils étrangers. Son regard n'apporte ni expertise militaire, ni discours politique. Il offre un point d'entrée concret pour observer comment une décision géopolitique abstraite
se matérialise dans un environnement quotidien. Ce choix narratif déplace l'analyse. Le changement ne se lit plus seulement sur une carte, mais dans un quartier. Avant l'annonce, le paysage sonore dominait la perception. Le vacarme des avions rythmait les journées, symbolisant une présence extérieure constante, présentée comme garante de sécurité. Pourtant, la source souligne un décalage persistant entre cette promesse sécuritaire et la réalité vécue. Infrastructures limitées, équipements publics absents, attentes citoyennes insatisfaites. Cette dissonance installe un premier effet précoce, souvent invisible dans les lectures strictement stratégiques. Lorsque les derniers appareils quittent la zone, le silence qui s'installe devient un événement en soi. Il n'est pas décrit comme un simple retrait logistique, mais comme un basculement d'atmosphère. Pour Idriss, ce silence agit comme une rupture sensorielle, presque déroutante, qui rend tangible un changement encore difficile à interpréter. La source parle alors de page blanche, une métaphore qui condense à la fois l'incertitude et l'espoir d'un rééquilibrage attendu. Ce moment n'apporte aucune réponse définitive. Il constitue plutôt le premier signal d'une recomposition en cours, perçue avant tout à travers le rythme de la vie ordinaire. En ce sens, l'expérience d'Idriss sert de révélateur. Elle montre que les effets initiaux d'un basculement stratégique ne passent peut-être pas toujours par des annonces officielles, mais par des modifications subtiles du quotidien. C'est là que se forme la première question centrale. Que va remplir ce silence nouveau? Pour situer le moment, avant l'annonce, l'équilibre reposait sur une continuité héritée. Et juste après l'annonce, cette continuité bascule brutalement. Le déclenchement apparaît avec l'intégration du Tchad à l'AES, présenté dans la source comme bien plus qu'un ajustement diplomatique. Ce geste referme un espace oriental longtemps perçu comme ouvert et exploitable par des acteurs extérieurs. Tant que le Tchad restait aligné sur ses partenariats, sa position géographique offrait un point d'appui décisif. Surveillance des flux, projection rapide vers le Mali, capacité d'encerclement indirecte. En quelques jours, ce cadre de lecture est remis en cause. La bascule est rapide, presque compressée dans le temps, et c'est précisément cette brièveté qui en accentue la portée. La montée en tension s'opère ensuite par un effet domino. La source évoque une inquiétude croissante parmi plusieurs capitales occidentales, confrontées à la perte d'un pivot jugé indispensable. Le retrait n'est pas seulement logistique, il devient opérationnel. Les métaphores utilisées, perte des yeux et oreilles, difficulté accrue à lire les flux internes, traduisent un désarroi stratégique. L'espace sahélien, auparavant fragmenté, commence à être perçu comme un ensemble continu, allant du Mali jusqu'aux abords du Soudan. Cette continuité modifie la manière dont sont évaluées les marges de manœuvre, réduisant la possibilité d'intervention rapide et compliquant les schémas hérités. C'est à ce stade que la figure d'Ibrahim Traoré prend une dimension particulière. Ses propos sur le caractère artificiel de certaines frontières, déjà évoqués dans la source, résonnent comme une justification symbolique de cette séquence. Ils n'expliquent pas à eux seuls la décision tchadienne, mais ils lui donnent un cadre idéologique partagé. La narration articule alors geste national et éco-régional. Ce qui semblait isolé s'inscrit dans une dynamique plus large de relecture souveraine. Le sommet de la tension narrative survient lorsque la source décrit la réaction extérieure comme une forme de panique stratégique. Ajustement évoqué à Paris, reconfiguration attribuée au Pentagone, recalcul rapide des dispositifs existants. L'enchaînement suggère un choc plus profond qu'anticipé. Le Sahel n'est plus un terrain morcelé, mais un bloc en formation, et cette perception suffit à bouleverser les anticipations. La phase de rémanence commence alors à se diffuser. Les conséquences ne se traduisent pas immédiatement par des décisions visibles, mais par une transformation progressive des perceptions. La source mentionne la crainte de renégociations futures,
la perspective d'une coordination accrue au sein de l'AES et l'idée que certaines ressources pourraient être reconsidérées dans un cadre nouveau. Dans ce temps long, l'événement initial continue d'agir, comme une onde persistante. Ainsi, la séquence suit une logique claire, un déclenchement diplomatique, une tension stratégique maximale, puis une diffusion graduelle des effets. Ce rythme explique pourquoi le basculement dépasse le cadre d'un seul État. Il annonce une recomposition où chaque acteur, régional ou extérieur, se voit contraint d'ajuster sa lecture du Sahel. Pendant près de 60 ans, la configuration géopolitique du Sahel est restée largement inchangée. Et l'on observe alors ceci, en quelques jours, cette durée de référence est brusquement remise en question. Ce premier repère temporel sert de point de départ à l'analyse. La source insiste sur le contraste entre un temps long, associé à une continuité stratégique héritée, et la rapidité du basculement actuel. Ces 6 décennies ne sont pas mobilisées comme une statistique exhaustive, mais comme un indicateur d'inertie. Elles rappellent à quel point la stabilité supposée du dispositif régional était intégrée dans les calculs extérieurs. Lorsque cette continuité se rompt, l'écart n'est pas progressif. Il est perçu comme un choc, précisément parce qu'il condense un changement majeur dans un laps de temps très court. Le second repère est géographique. Cette frontière, cette donnée structure toute la lecture stratégique. Plus un État partage de limites territoriales, plus sa réorientation influe sur l'ensemble du réseau régional. Dans la source, cette centralité frontalière explique pourquoi la décision tchadienne agit comme un multiplicateur d'effets. Tant que ce carrefour restait aligné sur les partenaires occidentaux, il déplaçait vers eux plusieurs vecteurs de surveillance, de projection et d'anticipation. Une fois cette orientation modifiée, ces mêmes vecteurs changent de sens. La phrase explicative est simple. Cette frontière déplace simultanément 7 perceptions stratégiques. Le troisième repère relève de l'échelle. La source décrit l'ensemble territorial formé par l'AES. Est élargi comme un bloc comparable, par sa superficie, à un géant continental. Il ne s'agit pas d'une mesure précise, mais d'une comparaison relative destinée à créer une image mentale. Cette échelle permet de comprendre pourquoi la continuité nouvellement formée n'est plus perçue comme une juxtaposition d'états fragiles, mais comme un espace cohérent, plus difficile à pénétrer et à contourner. L'effet de masse devient un argument en soi, indépendamment des capacités matérielles détaillées. Ces 3 éléments, durée historique, densité frontalière, échelle territoriale, fonctionnent ensemble. Ils ne prédisent rien, mais éclairent la logique du basculement. La source les mobilise pour opposer un avant, marqué par dispersion et ouverture vulnérable, à un après, caractérisé par cohésion relative et repositionnement souverain. C'est dans ce cadre que la référence à Ibrahim Traoré prend tout son sens. Ses propos sur les frontières artificielles, cités dans la narration, catalysent cette relecture quantitative en lui donnant une dimension idéologique. Il transforme des données descriptives en arguments symboliques partagés. L'intérêt de cette approche réside dans sa sobriété. Aucun chiffre n'est présenté comme une preuve définitive. Chacun sert de point d'appui pour comprendre comment espace, temps et souveraineté se réarticulent. La comparaison d'échelle simplifie la lecture, la durée historique souligne la rupture, et la multiplicité frontalière explique la diffusion rapide des effets. Ensemble, ces repères montrent que le changement n'est pas seulement perçu. Il est mesuré à travers des écarts clairs. Ainsi, les éléments quantitatifs de la source ne ferment pas l'analyse. Ils la structurent. Ils permettent de passer d'un récit événementiel à une compréhension plus profonde des contraintes nouvelles qui s'imposent aux acteurs régionaux et extérieurs. Le basculement cesse alors d'être une surprise isolée pour devenir un phénomène lisible,
inscrits dans des ordres de grandeur que chacun peut saisir. Deux lectures opposées structurent le débat, tel qu'il apparaît dans la source. Chacune repose sur une logique cohérente et mérite d'être examinée avant toute conclusion. La première thèse considère le basculement tchadien comme une fragilisation durable de l'équilibre régional. Selon cette lecture, la perte d'un point d'appui central réduit la capacité des partenaires occidentaux à surveiller les flux, à projeter rapidement des moyens vers le Mali et à maintenir une pression dissuasive sur des zones jugées sensibles. La source évoque explicitement la disparition d'un dispositif d'observation qualifié de yeux et oreilles, suggérant un angle mort stratégique. Dans cette perspective, la continuité territoriale nouvellement formée complique la lecture du terrain et augmente les risques d'erreurs d'anticipation. Le vide créé par le retrait pourrait alors être exploité par des acteurs armés ou par des dynamiques transfrontalières déjà instables. La seconde thèse adopte un point de vue inverse. Elle interprète ce même basculement non comme une vulnérabilité, mais comme une opportunité de recomposition. Ici, l'accent est mis sur la dimension populaire et symbolique du changement. La source souligne que, pour une partie de la population, l'alignement avec l'AES est perçu comme la fin de relations jugées asymétriques. Le retrait extérieur devient une page blanche, ouvrant la possibilité d'une coordination accrue entre États sahéliens et d'une redéfinition des priorités souveraines. Dans cette lecture, l'incertitude initiale est le prix à payer pour une autonomie renforcée à moyen terme. La réponse proposée par la source ne tranche pas brutalement entre ces deux visions. Elle les articule. Le vide peut effectivement générer une fragilité transitoire, car certains mécanismes antérieurs cessent de fonctionner. Mais ce même vide crée aussi un espace de réorganisation, où de nouveaux équilibres peuvent émerger. L'argument central repose sur un fait simple. La perception de l'espace sahélien a changé. Il n'est plus vu comme fragmenté, mais comme un bloc en formation. Cette transformation de perception est déterminante. Elle explique pourquoi les inquiétudes extérieures et les attentes locales coexistent sans s'annuler. La source invite ainsi à dépasser l'opposition binaire entre risque et opportunité. Le basculement n'est ni l'un ni l'autre. Autre ni autre de manière exclusive. Il marque une phase de transition où la trajectoire dépendra moins des intentions déclarées que des ajustements concrets à venir. À ce stade, le vide devient un signal. Cette phrase courte résume le renversement opéré au milieu du récit. Jusqu'ici, l'attention portait sur la perte. Perte d'un point d'appui, perte de capacité de surveillance, perte de repères hérités. À ce stade, la source opère un glissement décisif. Ce qui était décrit comme une absence commence à être interprété comme une présence nouvelle, non matérielle, mais stratégique. Le retrait extérieur cesse d'être uniquement un manque. Il devient un indicateur de recomposition. Cette révélation médiane repose sur un changement de focale. L'espace sahélien n'est plus analysé à partir de ce qui s'y projette depuis l'extérieur, mais à partir de ce qui s'y articule de l'intérieur. La continuité territoriale formée par l'AES n'est pas seulement une contrainte imposée aux partenaires extérieurs. Elle agit aussi comme un cadre commun, capable de produire ses propres logiques de coordination et de légitimité. C'est dans ce contexte que la référence à Ibrahim Traoré retrouve une place centrale. Ses propos sur les frontières artificielles, déjà évoqués plus tôt, prennent ici une valeur rétrospective. Ils ne décrivent plus seulement une critique du passé, mais fournissent un langage pour interpréter le présent. La frontière cesse d'être une ligne fixe. Elle devient un élément discutable, reconfigurable, soumis à une lecture politique partagée. La révélation est donc moins factuelle que cognitive. Le basculement majeur n'est pas seulement territorial. Il réside dans la manière dont acteurs et observateurs commencent à lire le Sahel autrement, à partir d'un vide qui structure désormais les anticipations. Les effets du basculement décrits dans la source se déploient selon 4 niveaux distincts: l'État, les acteurs économiques,
la population et l'environnement régional. Chacun révèle une conséquence spécifique, sans qu'aucune ne s'impose comme définitive. Pour l'État tchadien, l'impact se lit d'abord dans la relecture des partenariats. La source évoque une volonté de revoir certains mécanismes hérités, en particulier ceux qui plaçaient des acteurs extérieurs en position dominante. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement régional plus large, souvent associé à des trajectoires voisines. La référence à Ibrahim Traoré agit ici comme un repère symbolique. Elle illustre une manière de formuler publiquement une souveraineté reconsidérée. Le geste tchadien n'apparaît plus isolé, mais intégré à une tendance où les États cherchent à redéfinir leur marge d'autonomie institutionnelle. Du côté des entreprises, l'effet est moins immédiat, mais potentiellement structurant. La source ne décrit pas de rupture brutale, mais suggère un rééquilibrage progressif des rapports de force. Dans les secteurs liés aux ressources, l'idée d'une renégociation future est évoquée comme une conséquence logique de la consolidation territoriale de l'AES. Un espace plus cohérent accroît la capacité des États à discuter collectivement des conditions d'exploitation. L'impact économique reste donc en creux. Il ne se mesure pas encore en chiffres, mais en anticipation et en repositionnement discret. Pour la population, la conséquence la plus tangible demeure symbolique. Le récit d'Idriss revient ici comme un fil conducteur. Le passage du vacarme au silence, déjà décrit, prend une dimension sociale. La source suggère que ce changement de rythme nourrit des attentes nouvelles, parfois contradictoires. Certains y voient l'espoir d'un rééquilibrage longtemps attendu. D'autres perçoivent une incertitude préoccupante. Dans les rues et les marchés, le basculement est suite moins discuté en termes géopolitiques qu'en termes de promesses et de craintes quotidiennes. L'impact humain se situe précisément dans cette tension. À l'échelle régionale, la conséquence majeure tient à la continuité territoriale nouvellement formée. Le Sahel central n'est plus perçu comme une succession d'espaces ouverts, mais comme un bloc en formation allant du Mali jusqu'aux abords du Soudan. Cette perception modifie les stratégies extérieures. Les possibilités de projection rapide se réduisent et la lecture des flux devient plus complexe. Là encore, les propos attribués à Ibrahim Traoré renforcent cette lecture en donnant une cohérence idéologique à un changement d'abord spatial. Ainsi, les conséquences ne convergent pas vers un seul résultat. Elles se superposent. L'État ajuste ses discours. Les entreprises recalibrent leurs anticipations. La population reformule ses attentes. Et la région impose de nouvelles contraintes stratégiques. Le basculement se manifeste moins comme une rupture nette que comme une recomposition diffuse, déjà perceptible, mais encore inachevée. À partir des signaux décrits dans la source, 3 trajectoires cohérentes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne constituent pas des prédictions fermes, mais des cadres de lecture permettant d'ordonner l'incertitude actuelle. Le premier scénario est celui d'un ajustement progressif. Dans cette hypothèse, la continuité territoriale nouvellement formée se consolide sans provoquer de rupture majeure. Les États concernés chercheraient à stabiliser leur coordination interne tout en maintenant un dialogue minimal avec les partenaires traditionnels. Les mécanismes hérités ne disparaîtraient pas immédiatement. Ils seraient renégociés de manière graduelle. Ce scénario repose sur une logique de prudence. Absorber le choc du basculement, limiter les frictions externes et tester, pas à pas, les marges d'autonomie nouvellement acquises. Le second scénario est plus optimiste et repose sur une cohésion renforcée. Ici, la page blanche évoquée dans la source devient un moteur politique. Les attentes populaires et l'observation de trajectoires voisines nourrissent une dynamique d'alignement plus affirmée entre États sahéliens. La continuité territoriale cesse d'être uniquement défensive. Elle devient un atout organisationnel. Dans ce cadre, les décisions seraient davantage coordonnées, les priorités sécuritaires harmonisées et les positions diplomatiques rendues plus lisibles. Ce scénario suppose une capacité réelle à transformer une perception symbolique en mécanisme concret. Le troisième scénario est plus sombre.
Il envisage une phase d'instabilité accrue. Dans cette configuration, le vide laissé par le retrait extérieur serait interprété comme une zone de fragilité. Des acteurs opportunistes pourraient exploiter les incertitudes, tandis que les États concernés peineraient à synchroniser leurs réponses. La continuité territoriale, au lieu de produire de la cohérence, deviendrait un espace de tension mal maîtrisé. La source évoque ce risque sans le privilégier, mais elle le considère comme une possibilité crédible en l'absence d'ajustement rapide. Face à ces trajectoires, une recommandation de méthode s'impose. Observer les signaux plutôt que les déclarations. Si les mécanismes concrets de coordination progressent, le deuxième scénario gagne en plausibilité. Si les ajustements restent fragmentés, le premier domine. Si les frictions s'accumulent sans réponse collective, le troisième s'impose. Le futur proche du Sahel se lira moins dans les intentions affichées que dans la cohérence des actes. Les recompositions décrites dans la source ne sont pas perçues de la même manière selon les publics concernés. Elles produisent des lectures différenciées, chacune mettant l'accent sur un aspect particulier du basculement. Pour les observateurs de la géopolitique régionale, l'événement agit comme un révélateur méthodologique. Le Sahel ne peut plus être analysé uniquement à travers des points d'appui extérieurs ou des dispositifs hérités. La continuité territoriale nouvellement formée impose de suivre des signaux plus fins, coordination effective, ajustement logistique, cohérence discursive. Dans ce cadre, la référence à Ibrahim Traoré sert souvent de point de comparaison, non pour prédire une trajectoire unique, mais pour y identifier une famille de discours souverainistes désormais visibles à l'échelle régionale. Pour celles et ceux qui s'intéressent aux trajectoires politiques des États voisins, la décision tchadienne s'inscrit dans un temps plus long. Elle est lue comme une étape supplémentaire dans une séquence de rééquilibrage des relations extérieures. L'attention se porte alors sur les implications institutionnelles. Capacité à renégocier, à coordonner, à transformer des intentions en cadres durables. Le basculement n'est pas évalué à l'aune de ses effets immédiats, mais de sa cohérence avec d'autres trajectoires sahéliennes déjà observées. Enfin, pour les populations concernées, l'impact est plus diffus, mais plus sensible. Le récit d'Idriss fonctionne ici comme une clé de lecture. Les changements sont perçus à travers le rythme du quotidien, les attentes renouvelées et les incertitudes persistantes. La source montre que ces publics ne raisonnent pas en scénario géopolitique, mais en promesses concrètes, souvent différées. Le basculement devient alors une question simple. Que va-t-il produire, ici et maintenant ? En réunissant ces regards, on comprend que la recomposition en cours n'est pas seulement stratégique. Elle est aussi interprétative. Elle oblige chaque public à ajuster ses repères, ses attentes et sa manière de lire l'évolution du Sahel. La source esquisse implicitement un chemin d'action en plusieurs étapes, non comme un programme figé, mais comme une grille de lecture, permettant d'évaluer la stabilisation de la recomposition en cours. Cette logique repose sur la coordination, la gestion du vide et l'attention portée aux perceptions. La première étape consiste à clarifier les priorités communes. Les États concernés doivent définir ce qui relève réellement de la réorientation stratégique et ce qui appartient encore aux mécanismes hérités. La cohérence se mesure ici à la convergence des discours officiels et à la réduction des signaux contradictoires. La référence à Ibrahim Traoré intervient comme un marqueur idéologique. Elle sert de langage commun pour formuler une souveraineté redéfinie, sans pour autant imposer un modèle unique. La deuxième étape porte sur la gestion du vide perçu. La source montre que ce vide peut être interprété comme une fragilité ou comme une opportunité. L'enjeu opérationnel est d'éviter qu'il ne se transforme en instabilité concrète. Cela suppose des ajustements visibles, même limités, capables de rassurer à la fois les acteurs internes et les observateurs extérieurs. Le succès se lie moins dans l'ampleur des mesures que dans leur synchronisation. La troisième étape concerne l'harmonisation des mécanismes de coopération. Une recomposition durable implique des décisions prises de manière concertée, communication conjointe, priorités sécuritaires alignées, cadre de dialogue stabilisé.
L'indicateur clé devient alors la fréquence des actions coordonnées, signe qu'une continuité politique accompagne la continuité territoriale. Enfin, la dernière étape consiste à observer les perceptions citoyennes. Le témoignage d'Idriss rappelle que la transformation se vit d'abord dans le quotidien. Suivre l'évolution des attentes, des tensions et des espoirs permet de relier les choix étatiques aux réalités vécues. C'est à cette intersection que la recomposition peut soit se consolider, soit se fragiliser. Le récit revient à Idriss, dont le quotidien a servi de point d'ancrage discret tout au long de l'analyse. Le silence installé après le départ des appareils étrangers n'est plus seulement une image initiale. Il devient un motif récurrent permettant de relire l'ensemble du basculement. Ce silence condense ce que la source décrit comme une attente partagée, faite d'incertitude, mais aussi de projection vers un ordre différent. À ce stade, la recomposition sahélienne ne se définit pas uniquement par des choix diplomatiques ou territoriaux. Elle s'inscrit dans une transformation du regard porté sur l'espace et sur le temps. La continuité nouvellement formée modifie les anticipations, tandis que les références idéologiques circulent d'un État à l'autre. La figure d'Ibrahim Traoré apparaît ici comme un écho, plus que comme un moteur. Ses propos sur les frontières artificielles résonnent avec une lecture régionale déjà en mouvement, sans la déterminer à elle seule. Le fil conducteur du récit se referme donc sur une idée simple. Le basculement n'a pas encore produit tous ses effets mesurables, mais il a déjà transformé les cadres d'interprétation. Le silence d'Idriss n'est ni une réponse, ni une promesse. Il est un intervalle dans lequel se jouent désormais les attentes, les ajustements et les possibles. Dans cet espace suspendu, la recomposition reste ouverte, et c'est précisément cette ouverture qui en constitue l'enjeu central. La recomposition décrite dans la source ne se conclut pas par une certitude, mais par une invitation à l'observation active. Le Sahel entre dans une phase où les repères anciens ne suffisent pas plus, et où les lectures doivent rester attentives aux signaux faibles autant qu'aux décisions visibles. Ce moment charnière appelle moins des jugements définitifs que des échanges informés. Pour celles et ceux qui suivent l'actualité régionale, l'enjeu consiste à maintenir une lecture nuancée. Il s'agit de tenir ensemble les dimensions stratégiques, symboliques et humaines du basculement, sans les réduire à une seule grille d'analyse. Les trajectoires évoquées, les perceptions locales et les références régionales forment un ensemble mouvant, encore en cours d'ajustement. Cette dynamique collective dépend aussi de la manière dont elle est discutée. Partager des lectures, confronter des interprétations et interroger les conséquences concrètes permet de dépasser les récits figés. La source suggère que la compréhension progresse lorsqu'elle circule, plutôt que lorsqu'elle se ferme. La recomposition reste ouverte. Elle se façonne à travers les décisions, les attentes et les perceptions qui émergent progressivement. C'est dans cette zone intermédiaire, entre incertitude et projection, que se jouera la suite.